Donc je voulais vous faire une nouvelle vidéo, cette fois-ci je la fais face caméra et puis avec un micro parce qu'on s'est plaint que les illustrations n'étaient pas très intéressantes dans ce cas-là. Dans la mesure où là je vais exprimer principalement une opinion sur un sujet particulier, je trouvais que c'était plus intéressant de montrer mon visage. J'ai pas honte de mon visage particulièrement, c'est juste que dans les vidéos précédentes j'étais plus là dans une logique pédagogique pour mettre en avant disons des choses que je savais, mais pas tant me mettre en avant moi-même. Là, en l'occurrence, c'est vraiment de mon opinion qu'il s'agit. J'ai pas beaucoup d'informations additionnelles à apporter. Je vous invite pour l'explication du deal entre CVC et donc la société commerciale de la Ligue 1 ou de la Ligue de football professionnel à vous rapporter à une vidéo de CM Football dont je vous mets le lien ici. Qui sera une vidéo référence pour cette conversation, notamment la partie qui concerne l'entretien avec Monsieur Rondeau, qui est un économiste qui s'occupe de ces questions-là. Et c'est à cette conversation-là que je vais faire référence et à ça que je compte réagir et pousser un peu un coup de gueule. Donc voilà, je vais essayer de structurer ma conversation. J'espère que ça vous conviendra. J'essaierai de faire plus bref que dans la version brouillon que j'ai publiée hier. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord féliciter CM Football qui a fait vraiment un très bon sujet sur la thématique, avec une interview très intéressante de Monsieur Rondeau. Cela dit, moi je suis pas du tout d'accord avec un certain nombre des points qui sont soulevés par Monsieur Rondeau et je voulais exprimer mon opinion à ce sujet-là. Pour ce qui me concerne, je trouve que les analyses qu'on voit dans la presse et qui sont partagées par Monsieur Rondeau sont très alignées avec les intérêts des dirigeants, des propriétaires des clubs de football de Ligue 1, éventuellement de la communication qui est mise en avant par Vincent Labrune, mais il y a un manque de détachement, d'analyse critique à ce sujet-là du point de vue d'un supporter lambda qui n'a pas forcément les intérêts complètement alignés avec le président du club qui supporte ou le propriétaire du club qui supporte. Le directeur financier aussi des clubs qui supportent, qui eux ont à s'en référer éventuellement aux propriétaires des clubs et pas directement aux supporters. Donc ce déséquilibre de pouvoir, il a une incidence sur la manière dont on analyse des événements économiques comme celui qu'on voit là. Là, notamment, quand on part du principe que la faillite d'un club de football se traduit forcément par sa disparition, c'est ce qui semble être le cas quand on écoute l'analyse de Monsieur Rondeau. Alors en fait, c'est pas du tout ça qui se produit. Quand un club de football fait faillite, et on a vu ça dans le passé avec l'Olympique de Marseille 2 fois depuis ma naissance, et éventuellement avec d'autres clubs comme le Football Club de Bastia, ou en Ligue 1, on voit que Lens et Lille sont passés à 2 doigts de la liquidation il n'y a pas si longtemps que ça. Et pourtant, ils ont été repris et on n'en a pas tellement vu les conséquences sur le plan sportif. Donc pour un supporter, en fait, ça n'a pas du tout la même incidence que pour le propriétaire. Quand on parle d'une banqueroute d'un club, ça ne considère pas la notoriété d'un club comme l'Olympique de Marseille en particulier, qui fait que on peut être rassuré quant au fait que l'équipe pourrait survivre à une éventuelle mise en liquidation ou mise en redressement de OM-SASP, qui est la structure économique qui contient l'investissement de McCourt dans le club. Si jamais l'investissement de McCourt était perdu, ça ne concerne pas forcément les supporters de l'Olympique de Marseille, qui s'en moquent à peu près tant qu'il y a un nouveau propriétaire qui prend sa place. Donc en cela, je suis pas du tout d'accord déjà avec les préceptes de l'analyse de Monsieur Rondeau et qui sont celles que partage l'équipe en général, dans la mesure où, moi, dans mon intérêt de supporter, je suis pas là pour protéger les intérêts de Franck McCourt. Et le fait qu'on vole l'avenir d'un club pour en sauver le présent, ben quelque part, c'est voler les supporters de demain pour sauver l'investissement financier du propriétaire actuel du club. Et ça crée un déséquilibre qui me convient pas du tout en tant que supporter. Alors, pour ce qui concerne les banqueroutes, on peut prendre les exemples du cas de Bernard Tapie dans les années 80 ou celui de Robert Louis Dreyfus dans les années 90 pour l'Olympique de Marseille. Dans les deux cas, le club s'est très bien relevé de ces banqueroutes-là et ensuite est revenu plus fort par la suite avec un meilleur propriétaire que ce qu'il avait précédemment. Donc, très bien pour l'OM, les banqueroutes, ça pose pas du tout de problème aux supporters. Il faudrait pas qu'on s'excite trop sur ces sujets-là.
c'est avant tout un problème pour les créanciers, pour les investisseurs, c'est pas un problème pour les supporters. Pour ce qui concerne la répartition des revenus, c'est aberrant de voir que le Stade Rennais, l'OGC Nice, le LOSC ou Monaco, ils se retrouvent avec 80 millions d'euros, alors que ce sont des nains aussi bien sur le plan national qu'international. On donne que 90 millions d'euros à Lyon et à l'OM, qui ont une dimension aussi bien sur le plan national que sur le plan international, qui est tout autre quand on voit les affluences qu'ils font dans les stades, alors particulièrement Marseille, qui partout où elle se déplace en France se retrouve pratiquement à jouer à domicile, mais aussi les audiences à la télé, où l'OM se retrouve à être encore aujourd'hui devant le Paris Saint-Germain sur les matchs nationaux, les matchs de Ligue 1, et du coup, quelque part, c'est l'OM qui tire les audiences nationales du football. Donc pourquoi est-ce que on se retrouve avec 90 millions d'euros pour l'OM et 80 millions d'euros pour Nice? C'est pas, ou 80 millions d'euros pour Rennes, pour Lille ou pour Monaco. C'est pas l'explication qui nous est soulevée par Monsieur Rondeau qui concerne le potentiel de développement de ces clubs-là à l'international qui fait pencher la balance. C'est une injustice profonde. Il n'y a pas du tout de logique à ça. Si on m'avance des arguments sportifs, alors effectivement, Monsieur Rondeau fait bien de souligner qu'on s'attache aux résultats de la dernière saison pour sélectionner le nombre de clubs qui sont visés par ces paiements et éventuellement des 2 ou 3 ou 4 dernières saisons pour ce qui concerne la sélection de ceux qui tombent dans le pot des bien payés ou le pot des mal payés. Mais quand je vois Rennes, Nice, Lille, voire Monaco et Lyon dans le même pot que l'OM, moi, ça me dégoûte parce que sur le plan de l'histoire de ces clubs respectifs, c'est sans commune mesure. On devrait clairement avoir le double, le triple de ce qu'ont ces clubs-là sur la base de ce qu'on représente comme histoire, comme passion, comme résultat sportif historique dans le cadre d'un deal qui est définitif et donc qui a une valeur historique. Pour ce qui concerne la comparaison entre les 200 millions d'euros du Paris Saint-Germain et les 90 millions d'euros de l'Olympique de Marseille, là aussi, je ne suis pas du tout satisfait par la redistribution, puisque là, pour le coup, on va nous expliquer que c'est parce que le Paris Saint-Germain fait une meilleure affluence et il a une capacité d'attraction grâce à ses superstars, qu'on va lui donner plus d'argent. Mais ces superstars, il les a parce qu'il a déjà beaucoup plus d'argent, déjà. Donc si on mettait des superstars à l'Olympique de Marseille, peut-être qu'on attirerait le public que le Paris Saint-Germain attire. Ça, c'est une première chose. Et puis d'autre part, on nous explique que ce sont les abonnés du Paris Saint-Germain à l'international, notamment sur Instagram, qui sont le facteur déterminant. Alors qu'on avait parlé précédemment de critères principalement sportifs, quand ça arrangeait, et quand ça arrangeait Rennes, Nice et Lille, c'était les critères sportifs qui prévalaient, mais quand c'est les critères, quand ça arrange le Paris Saint-Germain, là on parle uniquement du coup des retombées à l'international, en oubliant à chaque fois les trucs qui avantagent l'Olympique de Marseille, comme notamment l'audimat national, ou qui est largement en notre faveur, ou les résultats historiques sur un plus long terme. Si on enlève les 3 stars du Paris Saint-Germain, le soufflet de leur notoriété retomberait très largement, et la notoriété de l'Olympique de Marseille, elle est beaucoup plus ce qu'on pourrait appeler sticky dans une logique anglaise. C'est-à-dire c'est une notoriété qui est beaucoup plus stable dans la durée. On voit que l'OM continue à avoir les meilleures affluences domestiques malgré le fait qu'il n'y a pas eu de résultats probants depuis une vingtaine d'années. Elle rivalise aussi sur la scène internationale quand il y a des matchs qui sont diffusés à l'étranger. C'est autant les matchs de Marseille qui sont diffusés et qui sont vus que ceux du Paris Saint-Germain. On a des résultats sportifs qui sont certes pas très probants depuis 5, 10, 15 ans, mais on en a quand même eu. On a eu une finale de Coupe d'Europe il n'y a pas si longtemps que ça, et même une deuxième et une troisième si on regarde à un horizon 25 ans. Depuis la fin de l'ère Tapi, qui était notre ère de gloire, on a quand même eu une présence sur la scène européenne qui est égale ou supérieure à celle des clubs qui sont pourtant rémunérés pareil que nous. Donc là, encore une fois, on se retrouve lésé sans qu'il y ait d'explication particulière. Euh, et quand on nous compare là pour le coup avec un club comme le Paris Saint-Germain, qui pour se générer une adhésion est obligé de vivre avec une perfusion de cash étranger qui permet de payer des superstars, là aussi il y a une injustice profonde puisque d'un autre côté on nous explique que nous on est soumis au fair play financier et qu'on ne peut pas avoir des gros investissements qui viennent de l'étranger. Il y a une incohérence totale sur la manière dont ces sommes ont été distribuées. Pour ce qui concerne, alors là c'est un autre point complètement,
pour ce qui concerne la distribution des revenus futurs. La distribution des revenus futurs, on nous a expliqué que, alors, elle va se maintenir selon la distribution actuelle pour ce qui est des 700 premiers millions, grosso modo, mais au-delà de 700 millions d'euros, là, ça va être sur la base de critères de réussite sportive, en particulier sur la scène européenne et des points UEFA qui ont été générés. Ça, c'est un mode de rétribution qui n'avantage pas l'Olympique de Marseille. C'est un mode de redistribution qui avantage complètement des clubs qui ont une relativement bonne performance sportive, mais qui n'ont pas particulièrement de notoriété, auxquels on va faire bénéficier de la notoriété et de l'adhésion que suscite l'Olympique de Marseille, en leur redistribuant des revenus qui normalement nous reviendraient. Alors, dans le passé, l'OM a toujours été plutôt généreux de ce côté-là, en acceptant une redistribution des revenus à hauteur d'à peu près 70% sur la base de critères sportifs. Et l'OM a joué le jeu pour ça, que la Ligue 1 ait une adversité plus robuste. Mais ça, comme par hasard, on est dans une dimension où le Paris Saint-Germain, eux, ils n'ont pas voulu jouer ce jeu-là. C'est un pari d'ailleurs que eux, ils n'ont jamais compris. Ils ont toujours voulu s'octroyer la plus belle part des revenus, les joueurs stars, et en faisant ça, en fait, ils se sont tirés une balle dans le pied. Historiquement, moi, je suis convaincu, depuis 10 ans, le Paris Saint-Germain, ça a été le mauvais calcul pour eux d'essayer de progresser au détriment des autres grands clubs de Ligue 1, puisque s'ils avaient entretenu une adversité de qualité en vendant éventuellement des joueurs en Ligue 1 ou en achetant très cher pour faire progresser les autres clubs de Ligue 1, ils seraient aujourd'hui confrontés à une adversité beaucoup plus intéressante et ils seraient mieux préparés au moment d'affronter la Ligue des Champions notamment. Et à un moment, là on voit que cet accord-là, il est fait pour favoriser d'un côté le Paris Saint-Germain qui était dans une position de prendre tout le monde en otage, et d'un autre côté des clubs moyens et petits, comme Rennes, Lille, Nice, Monaco, mais aussi tous les clubs qui sont à 33 millions, là, les fameux 11, 12, 13 autres clubs qui vont toucher le reste du pactole, qui touchent une part disproportionnée de des revenus, alors que si on prenait d'autres critères, comme particulièrement, ce qui serait logique pour un contrat de droit audiovisuel, les critères de diffusion, les critères d'audience, c'est l'Olympique de Marseille qui se retrouvait avec presque 40% du pactole total. Là, on pourrait parler de peut-être 400 millions d'euros pour l'Olympique de Marseille. Et puis le PSG peut-être 300 et les autres clubs qui se partageraient un peu les miettes. Aucun directeur financier de l'OM devrait accepter une répartition de revenus comme celle qu'on nous propose. Ça n'a aucun sens. Là, on est dans l'urgence. On a un actionnaire qui s'agrippe au club, qui souhaite minimiser ses investissements à court terme et préserver un potentiel de revente à horizon 1 ou 2 ans. Et il méprise complètement les intérêts à long terme du club. Donc là, moi, ça m'énerve parce que je trouve que quelque part, on essaye de profiter d'une peut-être une sorte de naïveté ou d'ignorance qu'on suppose des supporters marseillais, comme si on pouvait leur faire passer une pilule qui arrange la brune, qui fait un espèce de coup politique, McCourt et Aulas qui essayent de sauver leur chemise, Nice, Rennes, Lille, Monaco et les autres clubs de Ligue 1 qui se retrouvent finalement à être plutôt largement surpayés pour leur contribution minime au football français. Et on a finalement une situation où celui qui se fait le plus léser, c'est l'Olympique de Marseille. Au détriment du football français, finalement, pour qui la faillite de l'Olympique de Marseille, Bordeaux, Saint-Étienne, Angers ou un autre club n'aurait pas forcément autant d'incidence que ce que ça peut avoir pour le propriétaire de l'Olympique de Marseille, le propriétaire de Bordeaux, celui de Saint-Étienne ou celui d'Angers. Donc là, on parle de choses différentes en fait. C'est protéger en fait les investissements de Franck McCourt au détriment de l'avenir d'un club comme l'Olympique de Marseille. Ça me choque terriblement.